Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters où nous allons parler d'un grand album, Metropolis Part 2 Scenes from a Memory de Dream Theater, sorti en 1999 chez Elektrika Records. Il est assez difficile pour moi de parler d'un tel disque parce que c'est un classique, donc connu de tous, chroniqué d'un long, un large et un travers par beaucoup, et puis surtout définir et décrire une telle expérience est assez compliqué, savoir poser les bons mots, etc. Mais je vais quand même essayer de dire 2-3 choses sur cet opus. Tout d'abord, il faut replacer le contexte, puisqu'à l'époque, en 1999, tout n'était pas rose dans Dream Theater, et déjà le polisson Mike Portnoy souhaitait quitter le groupe, mais ce n'était pas le seul à vouloir tout plaquer, en fait, tout le monde en avait marre. En gros, tout le groupe en avait assez de la pression exercée par le label qui leur demandait sans cesse des morceaux easy listening, des trucs qui pouvaient passer facilement à la radio pour régaler le premier random venu, mais Elektrika Records a eu du nez, et les mecs du label se sont dit « un tel groupe comme Dream Theater, il vaut mieux les laisser faire ce qu'ils veulent, tous ces charmants musiciens, plutôt que de les voir partir vers un autre label ». Et ils ont eu raison, puisque Metropolis Part 2 est arrivé. Et c'est donc enfin libre, mais aussi accompagné d'un nouveau musicien, Jordan Rudess au clavier, qui avait auparavant joué dans Liquid Tension Experiment avec Mike Portnoy et Petrucci, que Dream Theater a pu s'atteler sans barrière à la création de l'album dont nous allons parler aujourd'hui. Et le résultat fut là, un grand album de métal progressif avec un concept poussé, une musique mêlant à merveille la technique et l'émotion parfaitement dosée, donc des textes merveilleusement bien écrits, tout pour propulser l'album au rang d'un classique. Donc je vais parler de l'histoire très rapidement, donc il y aura du spoil, vous voilà prévenu, si vous ne voulez pas être spoilé, des fois que vous ne connaissiez pas l'histoire de cet album. Album qui est découpé en scène, Petrucci expliquait que le fait de découper cet album en scène rapprochait l'univers de Dream Theater au théâtre et liait donc le monde du théâtre au nom du groupe, mais aussi il y avait une volonté de se rapprocher au monde cinématographique. Donc Nicolas ne dort pas, troublé, il se fait donc hypnotiser et il découvre qu'il est la réincarnation de Victoria, amante de Julian Baines. Et que s'est-il passé à l'époque avec Victoria ? À cause de l'addiction au jeu et à l'alcool de son amant, Victoria cède aux avances du frère Baines, Edward, avant de finalement regretter et retourner auprès de son amant qui s'excuse. Amoureux et jaloux, Edward tue son frère et Victoria en camouflant ce double meurtre en suicide. Connaissant donc la vérité qui jusque-là avait bien sûr été sournoisement cachée, Nicolas se retrouve libéré et nous pouvons deviner qu'il a désormais la vérité de lever le voile sur cette histoire et raconter exactement ce qui s'est passé. Pourquoi Victoria est-elle morte ? Ce n'était pas un suicide. Mais malheureusement, à la fin de l'album, on comprend aisément que Nicolas se fait assassiner chez lui par son hypnotiseur, qui était la réincarnation d'Edward Baines. Et oui, alors il faut savoir que ce concept a été largement inspiré par un film de Kenneth Branagh qui est sorti en 1991, Dead Again, et lisez le synopsis, vous allez voir, c'est plus ou moins la même chose. Alors déjà, placer un concept qui sera dicté par la musique montre le souhait du groupe de se détacher de ses précédentes productions. Le disque commence alors par une intro toute simple, une guitare sèche, un dialogue et James Labrie tout en douceur. Suivi par une seconde intro qui nous fera très vite comprendre à quel point Dream Theater est en forme. Nous aurons là un instrumental où tous brilleront, la basse chaleureuse de John Young, le puissant Mike Portnoy, Jordan Rudess de la drogue qui s'adapte bien parfaitement à son nouveau groupe et le grand Petrucci qui déjà nous éblouit avec des solis subtils, posant ainsi la mélodie de l'album qui est une merveilleuse mélodie et qui me meut assez particulièrement parce que je connais l'album, je connais son histoire, son concept et puis aussi parce que cette mélodie
est magnifique. Premier titre, Strange Déjà Vu sera sûrement la chanson la plus facile à écouter de l'album. Ici, on a peu de technique et peu de folie, on a un refrain qui est assez accrocheur et qui rentre facilement en mémoire. C'est un peu une façon de rentrer dans l'album de façon tranquille avant de passer à une musique beaucoup plus poussée, beaucoup plus technique, non sans garder l'émotion évoquée auparavant. Parce qu'en effet, il ne serait pas juste d'oublier les Through the Eyes, Finally Free ou encore le magnifique Spirit Carries On, ces merveilleuses ballades qui sont parmi les meilleures que Dream Theater ait pu écrire, avec de très beaux textes. Ceci dit, les fans de complexité pourront se régaler avec Home et sa partie instrumentale, avec un Jordan Rudess endiablé, ou encore avec Fatal Tragedy qui a pu en rebuter plus d'un ou plus d'une. Bonjour Marie. Une fois de plus, je voudrais mentionner le virtuose Petrucci, et je le pourrais, mais je pense que c'est plus important de parler de James Labrie, puisqu'ici il va nous livrer une prestation impeccable, s'occupant de tous les personnages de l'album, mais modulant sa voix selon si c'est Victoria qui intervient, ou Nicolas. Par exemple, Nicolas, oui, aura une voix un peu plus masculine, un peu plus chaleureuse, alors que Victoria sera beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine, justement. Et c'est vrai que il véhicule beaucoup d'émotions, et les gens qui disent que James Labrie ne peut véhiculer aucune émotion, eh bien, soit ils n'ont pas écouté l'album, soit ils cherchent la bagarre. Et moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire, je suis prêt à aller à Colmar pour que tu me casses les jambes. Moi, je monte à Colmar pour que tu me casses les jambes. Ah oui. J'ai souvent tendance à dire que Imagine World est mon album favori de Dream Theater, et le fait de me pencher sur Metropolis Partout, qui contiennent pas mal de clins d'œil à Metropolis Partout, il y en a 5 ou 6, je vous laisserai écouter l'album et les dénicher, ils sont très faciles à trouver, et bien le fait de travailler sur cette chronique ne m'a pas fait changer d'avis, mais je comprends aisément qu'énormément de fans de Dream Theater puissent placer cet album en top 1 de leur album favori du groupe. Moi-même par exemple, il est dans mon top 3 facile. Et du coup, lorsque Dream Theater a annoncé qu'ils allaient fêter l'anniversaire de cet album en faisant une tournée mondiale et en jouant l'album dans son intégralité, un peu comme il l'avait fait à Imagine World, eh bien, moi et Pauline Mouton, on s'est dit que c'était tout simplement immanquable et qu'on devait absolument trouver une date et assister à un de ces concerts. Eh bien, c'est pour ça que nous allons aller à Prague. Allez! Ah, le pub de Prague, le pub métal de Prague est quand même assez sympa. Je vais faire une petite visite parce que je sais que Dream Theater, personnel, donc venez, on va voir. Alors là, bon, c'est un peu sombre, hein, peut-être que vous ne voyez même pas. D'ailleurs, c'est éteint. Mais si vous venez ici, vous verrez qu'il y a plein de petites salles pour les misanthropes, les gens qui ne veulent pas être avec la société. Ou les gens qu'on ne veut pas avoir en société, comme Enoch Metal par exemple, qui est un petit enfant dégueulasse, faut le savoir. Et là on va rentrer dans la salle vraiment superbe avec plein de gros bofs allemands, hein, ça faut le savoir. Ah, c'est pas Paris ici!
Bon, eh bien, nous revoilà assez rapidement à Prague où nous sommes allés voir Dream Theater à la Tip Sport Arena. Alors, la Tip Sport Arena, bien ou pas? Pas terrible. Au niveau des sièges, déjà pour les trouver, c'était vraiment galère. Et surtout au niveau des... Pour aller chercher une bière, en fait, il y avait une queue de folie. C'était vraiment... il fallait attendre du style 20 minutes pour avoir une bière. Ouais. Et au niveau des sièges, on était en hauteur un petit peu. On avait une bonne vue, mais c'est vrai qu'on était au milieu. Du coup, on était serrés et c'était pas possible de sortir pendant le concert. Donc ça, petit point négatif. C'est vrai que les sièges étaient très très étroits. Et comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de queues pour aller chercher de la bière et pour aller aux toilettes. Donc au final, on n'a pas bu de bière. Et même le merchandising était mal foutu. Ils avaient relayé le merchandising dans un coin très confiné en fait. Et c'était assez dur d'y accéder. Bon, on y a réussi, mais... Voilà, donc Tip Sport Arena, une arène pour le hockey, pas génial peut-être pour ce type de concert. C'est vrai. Puis du coup, on a essayé de prendre une bière au début, mais il était 19h50 et ça commençait à 20h, donc on s'est dit non, on va quand même on va attendre au moins un quart d'heure ici, on va essayer de ne pas louper la première chanson. Première chanson qui était... c'était quoi la première chanson? Unnecessary Day Chant. Ouais, du dernier album. Première note de l'abri... canard, on aurait dit un canard, il avait complètement foiré sa première note. Donc on s'est dit, ah ouais, c'est vrai, on a bien fait de ne pas prendre de bière pour ne pas louper ça. Quand même. Moment mémorable. Il fallait quand même pas louper le bruit de canard de James Labrie et ça m'a fait très peur parce que justement il est arrivé en chantant un peu mal, on va dire. Ouais. Et sur la seconde chanson qui était... A Nightmare to Remember, eh bien, il y avait de la reverb et je me suis dit putain, ne me dites pas qu'ils ont mis de la reverb parce que le gars il n'arrive plus à chanter. Enfin, on n'est pas un concert de PNL quoi, il est censé savoir chanter le mec. Mais bon, au final, Labrie. Non, au final, Labrie, comment dire, il s'est amélioré tout le long. C'est allé que dans. Non, il était assez bien, il était assez exemplaire, il était juste dans certains titres, notamment dans. The Presence of the Enemy Part 1 qui a été joué dans la première partie et puis pendant la seconde partie bien sûr il était assez bien. Ouais, il a juste un petit peu de mal vraiment dans les aigus à maintenir des notes un peu longues mais sinon franchement j'étais surprise en bien de la vue. Ouais. Et du coup dans la première partie nous avions donc une espèce de best-of, une promotion du dernier album Distance Over Time avec bien les deux titres que nous avons cités plus Pale Blue Dot, donc il y avait 5 chansons, 50 minutes, une entracte, et après on passait à quoi? Et donc en seconde partie, nous avions... Metropolis Partout, Scenes from a Memory. Ouais, joué en entier. Voilà. Donc c'était vraiment bien de le voir en entier. Et il y avait des cartoons en fait derrière qui étaient adaptés à chaque chanson. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Ouais, d'autant plus que c'était des cartoons, une sorte de dessin animé, mais c'était pas un vrai dessin animé. Les images n'étaient pas vives, c'était pas quelque chose qui pouvait attirer l'œil du spectateur au point de ne plus se concentrer sur la scène. C'était plus des images qui étaient là, comme tu l'as dit, pour illustrer le concept. Et c'était assez bien fichu, on pouvait comprendre ce qui se passait. Ouais, donc c'est vrai qu'ils ont vraiment tous super bien joué, même James Labrie même James Labrie a très bien chanté. J'étais vraiment contente du concert, vraiment j'ai trouvé ça vraiment super. Ton premier concert à Dream Theater en plus. Voilà, premier concert, la tournée des 20 ans de Metropolis Partout, donc c'est quand même pas rien. Sinon, moi mes moments préférés, vraiment les moments où je me suis dit waouh, c'est quand ils ont joué The Spirit Carries On, que James Labrie a demandé aux gens de sortir leur téléphone et de mettre la lumière. Là, ça faisait quand même un moment joli que tu as... Ouais, que je mettrai en vidéo. Tu mettras.
Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé Home, avec ses solos délirants et les lumières rouges qui donnaient un petit côté oriental vraiment drôle. C'était comme dans l'album, c'est décalé mais ça rend vraiment bien en live en fait. Ouais. Donc ouais. C'est vrai que je te rejoins sur ces deux moments. Après, moi, chaque fois que Petrucci reprenait la mélodie de Metropolis Partout à la guitare, j'avais la chair de poule, comme on dit. Mais également pour certains morceaux du dernier album, voilà, le morceau que j'oublie tout le temps, qu'on a regardé, Falling into the Light, lorsqu'il y a le passage à la guitare un peu sèche qui reprend sur le solo, là, c'était absolument merveilleux. Et de même que At Wit's End, qui a été la dernière chanson jouée. Donc après qu'ils aient joué tout le concert, voilà, le final avec le solo de Petrucci, c'est une très très belle chanson pour finir un concert, pour dire au revoir. Et c'est vrai que mon seul regret à la limite pour ce concert, c'est qu'ils n'aient pas fait Metropolis Part 1, soit à la fin, mais comme j'ai dit, Wit's End, c'était très bien pour clôturer le concert, mais pourquoi pas à la fin de la première partie, pour annoncer le concept. Vraiment, ça aurait eu un bel effet. C'est vrai. Ouais. Et voilà, tous les musiciens exemplaires. John Myung, il faut préciser John Myung quand même. John Myung, j'ai jamais vu John Myung, j'ai jamais vu Dream Theater en live. J'ai jamais vu Dream Theater tout court, mais. Non, mais t'as vu des vidéos. Il est quand même très calme, hein, c'est John Myung. Voilà. Et là, il headbangait, il était vraiment tout fou. On aurait dit qu'il était très content d'être là et qu'il se lâchait un peu et ça faisait plaisir à voir. Il était très expressif et c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai vu Dream Theater plusieurs fois et c'est la première fois que je le vois autant headbanger, autant aller vers les copains. Et même, il y avait un escalier qui faisait le tour de la scène. Des fois, il était au bas de l'escalier, vous savez, comme un petit chat, il hésitait à... Oh, des lièvres. Voilà, on s'est fait envahir par des... C'est John Myung. John Myung était comme les lièvres, on les aura pas vus, putain, c'est la folie. Et ne nous laissons pas distraire. Donc John Myung qui était au bas de l'escalier, il regardait en haut, comme un petit chat, on aurait dit qu'il voulait monter mais qu'il n'osait pas. C'est vrai. Bref, nickel. Donc c'est tout. C'est tout. Alors qu'est-ce que tu dirais, parce que moi j'ai déjà répondu à cette question pour le report que j'avais fait à Mot de But à Londres, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent Dream Theater c'est un groupe, ils viennent, ils ne se regardent pas sur scène, c'est un peu comme des fonctionnaires blasés de leur travail qui sont forcés de faire leur corvée journalière? Bon, déjà je pense que les personnes qui disent ça ne doivent pas trop aimer le groupe déjà. Non, jusque-là on est d'accord. Je trouve que vraiment ils ont l'air... Non, ils ont l'air de jouer tous ensemble. Alors oui, après il y a des solos de 5 minutes, John Petrucci qui est tout seul, mais au final, non, je trouve que c'est pas du tout mécanique. Et puis ils sont quand même, ils ont l'air d'être ils sont contents d'être là, enfin. Contents d'être là, ouais. Et puis non, il y avait plein de morceaux avec des passages très techniques, mais il y avait aussi de jolies chansons douces et du coup non, ça enlève ce côté un peu. On peut sentir qu'il y a comme dans beaucoup de groupes, il y a quand même une grosse complicité dans les membres de Dream Theater. Alors oui, c'est sûr, les mecs, ils viennent bosser dans Dream Theater comme on le fait tous le matin quand on va se lever. Donc l'argument, mais ils viennent parce qu'ils viennent pour le pognon, pour bosser et tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les mecs, ils font leur musique, ils adorent ça, ils gagnent du pognon. Donc c'est sûr que quand ils se lèvent le matin, c'est pour aller, toi tu vas au bureau, enfin toi tu vas sûrement au McDo bosser, hein ou à Pôle emploi chercher ton RSA. Mais eux, ils vont sur scène et ils font de très beaux concerts. Voilà, aucun regret, on s'est bien amusé. C'était très bien. Allez, viens, on va chercher les lièvres. Allez, les lièvres. Voilà, cette vidéo de Metal Hunter c'est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu. Merci pour le mouton Quintero qui pour une fois est passé devant la caméra. Ça t'a plu? Ah oui, oui. C'est pas si terrible? Non, ça va. Qu'est-ce que tu as préféré le plus, tourner Metal Hunters, Prague ou le concert Dream Theater?
Oh, tout. Tout? Allez. Allez, tout, nickel. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo de Metal Hunter. Ça va cette fois-ci un micro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, stay metal! Non, mais ça va, on a le temps, on peut le prendre cool, non? Ben non, on avait dit à 11h. C'est 11h15. Il est où ce con de Maudebuis? Bah, il va arriver, Il devait avoir la perche là. Il est où ce con de Maudebuis? Ce gros con de Vincent, on est à Prague. Il n'y a pas moyen de choper des parapluies alors qu'il va pleuvoir. Allez, moteur, viens. Moteur. Putain de lièvre. Ah non, mais là, c'est pas possible. Et travailler comme ça, ça va... Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. Allez, ça commence à... Allez, viens, moteur. Enlevez cette tour, là, dégueulasse, là. Putain, il est où le caméflex? C'est Maudebuis qui l'a. Putain, il est pas là? Il est pas là? Non, Allez, non, moteur. là-bas. Allez, mets-toi là, moteur. Allez, on y va. Allez, dépêche-toi, toi. Tourne. Moteur. Allez, arrête tes conneries, toi. Moteur. Allez, mets-toi bien droit. Moteur.